Tu vois ça? C'est les anneaux de croissance. Chaque anneau représente la croissance de l'arbre durant un an. Alors, si on additionne le volume de chaque anneau de croissance de tous les arbres, ça donne la possibilité forestière, c'est-à-dire la quantité de bois qu'on peut couper. On rabote les arbres? J'ai jamais vu ça. Mais non, on coupe seulement le nombre d'arbres équivalent au bois qui a poussé durant l'année. Évidemment, pour eux, la croissance s'arrête là, mais les autres continuent de pousser. Ah. Comment fait-on pour savoir combien de mètres cubes on peut couper et déterminer l'endroit où le faire? Pour déterminer le volume de bois qui peut être coupé annuellement sur un territoire donné, on procède à ce que les forestiers appellent le calcul de la possibilité forestière. Mais c'est quoi au juste la possibilité forestière? Chaque année, un arbre produit un anneau de croissance. Sur un territoire donné, si on additionne le volume de bois produit par tous les anneaux de croissance des arbres, on obtient le volume de bois produit par la forêt en une année. C'est ce qu'on appelle la possibilité forestière. C'est comme si vous aviez 1 000 $ en banque et que vous ne dépensiez que l'intérêt généré par cette somme chaque année. Pas facile à comprendre? Imaginons que votre forêt est une banque. Elle contient 1000 arbres qui croissent de 10 % par année. Vous avez donc 10 % plus de bois chaque année. Vous me suivez? En ne récoltant que ce 10 %-là, vous préservez donc à perpétuité votre capital forestier. Pour les forêts du Québec, le calcul de la possibilité forestière est une opération fort complexe qui débute par une bonne connaissance de ce qui compose la forêt et de la croissance des arbres. C'est l'arbre numéro 29. Tous les 10 ans, on mesure des dizaines de milliers de parcelles, échantillons, pour obtenir des données précises sur les essences des arbres, leur diamètre, leur hauteur, leur âge et les caractéristiques du sol où ils poussent. Certaines de ces parcelles ont un caractère permanent et servent à la recherche pour comparer la croissance par période de 10 ans. Toutes ces données sont saisies et compilées par ordinateur. Une foule d'autres informations comme les aires protégées, les lisières boisées qui sont conservées, différentes mesures d'harmonisation et beaucoup d'autres sont intégrées au système pour faire le calcul. Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune a créé le Bureau du forestier en chef pour faire l'évaluation de la possibilité forestière de chacune des unités d'aménagement sur l'ensemble du territoire québécois. Ce calcul est refait à tous les 5 ans pour permettre d'utiliser les données et les connaissances les plus à jour possibles. Toutes ces informations sont consignées dans un plan général d'aménagement forestier. En forêt, on ne coupe pas n'importe quoi, n'importe où. Comment faites-vous pour identifier les secteurs qui peuvent être coupés? L'évolution d'une forêt, c'est un peu une courbe comme ça. Ça ici, c'est les volumes, et ça ici, c'est l'âge de la forêt. Lorsque nous, on va prélever la forêt, on la prélève idéalement ici, parce qu'ici, elle est en croissance, ici, elle a atteint sa maturité, et ici, elle commence à mourir et est en déclin. C'est bien beau en théorie, mais en pratique, vous faites comment? On a élaboré un scénario de base et on a envoyé ça aux intervenants pour dire, bon, faites-nous part de vos préoccupations, nous, avant qu'on bâtisse quelque chose de final. Donc, on a reçu des commentaires de ces gens-là et nous, on a bâti notre plan quinquennal, notre programme quinquennal en fonction de ça, pour essayer de respecter le plus possible les demandes, les préoccupations des intervenants. Des mesures d'harmonisation, c'est quoi? C'est intégrer dans la planification forestière nos préoccupations, nos enjeux. C'est quoi un enjeu? C'est par exemple, vous avez un lac de pêche, il faut éviter qu'il y ait une CPRS, une coupe totale tout autour du lac. Donc, on demande à l'industrie forestière d'appliquer un autre type de coupe, soit une coupe mosaïque ou des coupes partielles. Donc, c'est un peu l'intérêt sur le capital que la forêt produit annuellement. Donc, moi, je me base là-dessus pour déterminer les surfaces à les récolter. Avec les intervenants de la ZEC, les représentants de la ZEC, je leur demande quelles sont vos préoccupations par rapport à ça, afin de m'aider à planifier les assiettes de coupe pour respecter les préoccupations de chacun des intervenants. Si je comprends bien, les représentants de l'organisme responsable de la planification doivent rencontrer les utilisateurs du milieu pour avoir leurs recommandations sur les programmes des coupes et les autres travaux d'aménagement forestier. Ils doivent discuter avec eux des mesures d'harmonisation à convenir pour minimiser l'incidence des travaux sur leurs activités. Ce n'est pas toujours facile, mais ce qui est important,
c'est qu'on s'améliore. Pour résumer, le vert foncé sur la carte représente les forêts matures. En rouge, les chemins forestiers existants. Le plan quinquennal prévoit les secteurs de coupe. Pour le plan annuel, on retient les secteurs les plus proches des chemins déjà construits. La planification est faite en fonction de la nature des sols. Pour les terrains humides et vaseux, on favorisera la récolte durant la période hivernale où le sol est gelé. On localise les centres d'activités récréo-touristiques pour identifier les intervenants et discuter des ententes d'harmonisation. À cause de l'existence d'une pourvoirie, on va favoriser un encadrement visuel du paysage avec une coupe mosaïque et planifier la récolte de préférence à l'extérieur de la période de haute fréquentation. Les concentrations de chalets vont commander des mesures particulières pour amenuiser l'incidence des coupes sur les paysages, la qualité de l'eau, tout en favorisant le développement d'un bon réseau de chemins forestiers. La foresterie, c'est sûr, c'est le gagne-pain des gens de par chez nous, puis ça. Mais qu'est-ce qu'on entend souvent parler, c'est...